tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez revenir sur la manière dont l'accident de Fukushima dans les différents pays européens euh, a pu avoir un impact sur les stratégies énergétiques? Lesquelles? Est-ce que ça a été contrasté selon les pays? Quelle a été, selon vous, l'ampleur du choc, à la fois dans l'opinion et puis dans les décisions publiques? Alors, merci, monsieur le rapporteur, pour votre question. Là où la conséquence a été la plus forte et systémique, c'est évidemment l'Allemagne, puisque la chancelière Merkel, à l'époque, en 2-3 jours, prend la décision d'accélérer le calendrier de sortie du nucléaire allemand. Évidemment sans se concerter avec qui que ce soit, mais sur la base, en réalité, de sondages d'opinion et d'une opinion publique allemande qui, à l'unisson, était favorable à ça. C'est-à-dire que les sondeurs demandaient, bon, après Fukushima, on continue ou pas le nucléaire? Non, c'est les réponses à 80, à une très très forte majorité, c'était on en sort. Donc finalement, la décision allemande, c'est d'accélérer cette sortie. Et puis encore une fois, parce qu'on y voit une opportunité industrielle, c'est celle des énergies renouvelables. Et puis parce que le gaz est jugé comme étant sûr, etc. Et puis c'est l'occasion de... Vous voyez, en Allemagne, on est encore dans cette idéologie selon laquelle, en fait, bon, la Russie a toujours considéré en Allemagne que la Russie était un défi aussi sécuritaire. Il ne faut pas croire qu'ils étaient naïfs. Mais l'idée, c'était, en renforçant cette interdépendance économique avec la Russie, on va parvenir à finalement éviter le pire et à canaliser cet objet russe qui est quand même évidemment à bien des égards dangereux. Bon, donc cette décision est prise. Les Belges, évidemment, eux, qui ont 7 réacteurs et avec lesquels il y avait des sujets de maintenance et de sûreté, eh bien, décident aussi qu'on va sortir du nucléaire en 2025. La Suisse regarde aussi et prend la décision d'en sortir avant de dire, bah écoutez, finalement, vu les défis, on va probablement, bien sûr qu'on finira par en sortir, mais on ne va pas se fixer de date butoir, parce que l'enjeu, c'est quand même la sécurité des approvisionnements. Vous avez évidemment les autorités de sûreté nucléaire dans la plupart des pays nucléaires qui renforcent leurs exigences, etc. Et donc, c'est le fameux EPR avec aussi, du coup, des normes de sûreté renforcées, etc. Et en Europe centrale, là, finalement, à mesure qu'avance le débat sur l'enjeu de la décarbonation et à mesure qu'arrive sur la table le sujet en fait, de la décarbonation complète, et ben en Europe centrale, la décision partout à l'unanimité est prise de tout miser ou de très largement miser sur le nucléaire existant, mais surtout sur le nouveau nucléaire. Et là, il y a vraiment un schisme qui se crée, puisque aux frontières de l'Allemagne, c'est un pays qui est frontalier, je crois, avec 12 pays, et la plupart des pays en Europe centrale et orientale disent, ben, en fait, nous, on dépend très largement du charbon. On a bien compris que la décarbonation, elle est inéluctable. On voit aussi qu'on dépend, c'est pas juste pour faire plaisir aux Allemands et à Bruxelles. Non, que en fait, notre avenir industriel et économique dépend aussi de notre capacité à décarboner nos mix électriques, parce que sinon, il n'y aura plus d'industrie chez nous, puisqu'elles iront ailleurs, etc. Et donc, ces pays-là disent, ben, on va construire du nouveau nucléaire. Donc, c'est la Pologne qui arrive avec des très grandes ambitions. C'est la République tchèque qui décide de prolonger ces réacteurs existants et puis d'en construire de nouveaux. C'est la Slovaquie qui en construit aussi de nouveaux. C'est la Roumanie qui veut prolonger son parc existant, mais en même temps se déployer développer des petits réacteurs nucléaires modulaires. Et puis c'est l'Ukraine qui a aussi des grandes ambitions de construction de nouveaux réacteurs, des grands et puis des plus petits. Et donc finalement, une Europe là, qui, un temps, se coupe clairement en deux, avec une ligne en Europe centrale et orientale extraordinairement pro-nucléaire, le Brexit qui nous fait perdre à la France un allié quand même de poids en Europe qui partageait la même vision de ce que c'est qu'un mix qui assure la sécurité d'approvisionnement dans la durée, avec finalement tous les moyens bas carbone possibles, y compris bien sûr le nucléaire. La France qui se retrouve finalement privée de son allié, qui a du mal à évidemment se raccorder avec des pays comme la Pologne ou la Hongrie, qui ne sont pas quand même extraordinairement, dont un certain nombre de sujets liés à l'état de droit et aux principes fondamentaux posent question.
Et puis, des pays nucléaires comme la Finlande et la Suède qui posent des défis parce que, ben, en Finlande, on a nos problèmes de construction du réacteur, donc on est un peu, il y a un sujet de notre crédibilité qui est en jeu, avec tout le contentieux financier lié à Areva, etc. Et puis la Suède, qui, vu qu'il y a beaucoup d'hydro en Suède, avec des formations politiques antinucléaires dans la coalition au pouvoir qui décident de finalement arrêter le nucléaire à terme, de ne pas reconstruire, et le basculement qui vient d'avoir lieu avec la décision de, en réalité, réinvestir dans le nucléaire, puisque les sujets de stockage, etc., ayant été réglés, en tout cas dans la durée. Donc, voilà un peu cette tectonique qui émerge suite à cela. Et puis, je crois à l'étranger, au-delà, l'étranger, j'entends au-delà de nos frontières, très clairement, deux visions. La plupart des grands pays émergents continuent évidemment de s'intéresser fortement au nucléaire parce que quand vous avez des mégalopoles de plusieurs dizaines de millions d'habitants, c'est pas avec des panneaux solaires et des éoliennes que vous allez pouvoir leur fournir l'énergie dont elles ont besoin. 24 heures sur 24 toute l'année. Donc évidemment, là, des gros réacteurs sont extraordinairement attractifs, et donc c'est le cas de l'Inde, c'est le cas de la Chine évidemment, c'est le cas d'un certain nombre de pays d'Asie du Sud-Est. Et puis, vous avez évidemment quand même un sujet de fond, c'est celui de la capacité de financement de ces technologies-là. Au-delà des enjeux de sûreté, etc. Et souvent, et évidemment, ce sera encore moins le cas maintenant, puisque avec la montée des taux d'intérêt, etc., l'accès au financement des pays émergents va être de plus en plus compliqué. Donc, à mon avis, le basculement vers les petits réacteurs nucléaires comme solution d'avenir pour faire face aux défis de décarbonation et puis de demande d'énergie, ces petits réacteurs peuvent arriver, je dirais, à point, à condition évidemment que leur développement soit un succès.